Bonjour et bienvenue à une nouvelle session de la conférence du Harvard Global Orthopedic Collaborative Pediatric and Oncology. Aujourd'hui, nous allons parler des infections pédiatriques, en particulier de l'arthrite septique et de l'ostéomyélite aiguë. Allez-y et partagez votre écran. Je m'appelle Rames Kutsi. Je suis l'un des spécialistes de l'orthopédie pédiatrique et des extrémités supérieures au centre médical Dartmouth-Hitchcock, dans le New Hampshire, aux États-Unis. Il faut donc commencer par un scénario clinique courant. Un patient se présente à vous sous la forme d'un enfant qui boite. La famille dit « Docteur, j'ai une petite fille de 2 ans qui est tombée la semaine dernière. Maman l'a vue boiter le lendemain. Maintenant elle ne marche plus sur cette jambe. Que dois-je faire ?» Et voici comment le patient est allongé dans le lit. Bien entendu, il faut commencer par un bilan, y compris un examen physique. Vous ferez probablement des radiographies pour exclure toute fracture sous-jacente. Recherchez les lucarnes dans l'os. En cas d'inquiétude à l'examen, il faut demander des analyses de laboratoire, et je commencerai par l'ESR, la CRP et une NFS avec la différentielle si elles sont disponibles. D'autres analyses qui peuvent être pertinentes dans des contextes cliniques spécifiques concernent la maladie de Lyme. Si vous vous trouvez par exemple en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, où cette maladie est plus courante qu'une infection profonde, ou une arthrite septique. Mais dans d'autres parties du monde, il faut certainement penser à la tuberculose et envisager d'envoyer un expert en gènes, qui est un test assez rapide. Ainsi que le VIH s'il est répandu dans votre région. En ce qui concerne l'immunodépression, si l'enfant a de la fièvre et une infection lymphatique, je recommanderais si possible d'effectuer une hémoculture. Parfois, je peux obtenir un échantillon avant tout autre. Lors de l'examen, il faut donc s'assurer de se concentrer sur l'ensemble des extrémités, des hanches aux orteils, sur toute douleur liée à l'amplitude des mouvements, sur l'isolement de l'enfant, etc. Les critères de Cochrane permettent d'évaluer différentes articulations. Il s'agit donc d'effectuer un roulement de logarithme lorsque le patient est allongé pour évaluer la hanche, puis de rechercher spécifiquement des épanchements au niveau des articulations visibles telles que le genou et la cheville. Enfin, il faut rechercher une sensibilité ponctuelle au niveau du fémur, du genou, du tibia et jusqu'au pied lui-même. Il est parfois possible d'isoler un traumatisme accidentel en ne recherchant qu'une sensibilité ponctuelle et en effectuant une radiographie ciblée plutôt que des radiographies de l'ensemble de l'extrémité, ce qui peut s'avérer coûteux. Enfin, si une échographie est disponible, vous pouvez l'utiliser pour rechercher des épanchements. Pour le genou et la cheville, en particulier pour la hanche, je pense qu'il est plus utile chez l'enfant qui boite d'évaluer la hanche elle-même pour rechercher des épanchements. Il peut également aider à guider une éventuelle aspiration. Nous avons tous entendu parler des critères de Cochrane. Ils sont certainement utilisés au niveau international, et je tiens à souligner qu'ils ont été développés pour évaluer spécifiquement l'arthrite septique de la hanche. Ce critère a été utilisé pour distinguer ou essayer de distinguer une arthrite septique de la hanche qui nécessiterait évidemment une intervention urgente. D'autres choses comme une synovite transitoire ou simplement une douleur ou un traumatisme ou des découvertes fortuites. Le critère est une température supérieure à 101,3 ou 38,5 degrés Celsius, un refus de porter le poids, un nombre de globules blancs supérieur à 12 et un taux d'ESR supérieur à 40. La sensibilité de ce critère est de 40% si 2 des 4 critères sont positifs. 3, c'est 93%, et si 4 sont positifs, 99%. Je tiens à préciser que cela signifie que si un patient comme celui qui se trouve devant nous souffre d'arthrite septique, il y a par exemple 93% de chances que 3 de ces éléments soient positifs. La valeur prédictive positive du test est cependant de l'ordre de 59%, selon les études. Cela signifie que le critère Koch-Schleier est positif, il y a environ 59% de chances que l'enfant souffre d'arthrite septique. Il faut donc garder cela à l'esprit avec ces chiffres. Mais pour l'instant, c'est l'un des critères les plus fiables. Plus tard, le Dr Caird et son groupe ont ajouté la CRP, dont nous savons tous qu'il est très important de la vérifier et qu'elle est un bon indicateur des maladies inflammatoires ou infectieuses. Si la CRP est supérieure à 2 et que vous avez tous les autres critères, la sensibilité est de 88%. Les autres chiffres sont les suivants. Ainsi, à l'ère moderne, je préconiserais sans hésiter un dosage de la CRP. En fait, parmi les analyses envoyées, je pense que la CRP est probablement la plus importante. Revenons à notre scénario clinique. La température de cet enfant est disons de 39 degrés et il refuse toujours de porter le poids à droite. L'une des choses importantes à noter, c'est que nous avons déjà parlé de l'examen. Sur cette photo clinique, vous pouvez voir la position de la jambe droite. Il est dans cette position fléchie, abducté,
quelque peu tournée vers l'extérieur. C'est la position de Faber. C'est la position qui détend le plus la capsule de la hanche. Ainsi, en cas de gonflement ou d'épanchement, c'est typiquement la position qu'adoptera l'enfant s'il est allongé. Voici quelques clichés représentatifs. Et ce qui est mis en évidence est une indication subtile d'un épanchement de la hanche. Plus précisément, si l'on regarde la distance entre la tête fémorale et l'acétabulum, on peut voir qu'il y a une différence de droite à gauche. Et cela peut être un indicateur subtil, même sur une radiographie d'un épanchement de la hanche. Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une arthrite septique, mais cela peut indiquer un épanchement de la hanche. On procède alors à une échographie. Il s'agit d'un moyen très rentable de rechercher ces éléments. Comme je l'ai mentionné, elle permet de rechercher une fusion, un bon test de dépistage, de guider l'aspiration, des pièces essentiellement réutilisables. Pour ceux qui ont la possibilité de se former à l'échographie ou d'obtenir un appareil d'échographie, je pense qu'il s'agit d'une méthode très efficace. L'aspirateur de hanche est un auxiliaire très utile dans les services d'orthopédie et d'urgence. Sur le côté droit, vous pouvez voir qu'il y a un épanchement par rapport au côté gauche. C'est toujours une bonne idée d'examiner les deux côtés pour voir s'il y a des différences. Cela peut être déroutant, surtout si l'enfant bouge. Il est utile d'avoir une comparaison des deux côtés. À ce stade, nous savons que l'enfant a un épanchement fond. En soi, il pourrait s'agir d'une synovite transitoire. Cela peut être le signe d'un traumatisme sous-jacent. Cependant, nous avons un enfant avec des épanchements de fièvre. Je recommanderais à ce stade d'aller de l'avant, bien sûr, avec ces analyses. Et ensuite, si les critères Kochler sont remplis, ou même s'il y a à ce stade une simple suspicion clinique, encore une fois, il est bon d'aller de l'avant et d'aspirer la hanche afin de ne rien manquer d'autre. Je pense qu'il vaut mieux, si l'enfant est devant vous, faire un bilan complet et traiter en conséquence, plutôt que d'espérer et d'attendre. Dans certains contextes, il est possible d'attendre et d'effectuer un suivi clinique pendant un jour ou deux, mais en réalité, ce temps n'est pas toujours disponible, et c'est du temps de travail perdu pour les familles. Il est donc préférable d'obtenir un diagnostic le plus tôt possible. À ce stade, le différentiel serait une arthrite septique, une lésion synovite transitoire. Jusqu'à preuve du contraire, une tumeur maligne est toujours envisagée. Encore une fois, la maladie de Lyme dans les régions du monde où elle est plus fréquente. Et l'ostéomyélite, qui peut survenir dans les cas de... Il s'agit d'une arthrite septique. C'est un sujet que nous aborderons également plus tard dans cet exposé. Les options pour l'étape suivante seraient donc d'aller directement à l'hôpital pour un examen et d'envoyer des cultures. On peut aspirer la hanche avec ou sans échographie et envoyer la culture. On peut aussi faire une aspiration avec lavage, qui est un traitement historique et connu de l'arthrite septique de n'importe quelle articulation, en aspirant et en irriguant et en répétant l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le patient aille mieux. Certaines études montrent que les résultats sont équivalents à ceux du lavage opératoire. Cependant, l'inconvénient, comme vous pouvez l'imaginer, est qu'il y a un taux légèrement plus élevé d'ostéomyélite. Il peut y avoir un taux légèrement plus élevé de récidive ou de nécessité d'aller au ou avec une simple aspiration. Mais c'est une option, en particulier dans une situation où quelqu'un n'est pas en mesure d'aller au ou suffisamment tôt. Enfin, pour ceux qui en disposent, il y a un débat sur l'IRM avant le lavage. Si quelqu'un présume qu'il s'agit d'une arthrite septique, ceci bien sûr si la machine est disponible. Mais même dans les milieux plus aisés, ce n'est une véritable option que si la machine est disponible rapidement. La plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'il ne faut pas retarder le lavage d'une articulation infectée pour obtenir l'IRM permettant d'évaluer l'ostéomyélite sous-jacente. Mais si l'on peut l'obtenir rapidement ou si il n'y a pas de plan pour laver une articulation rapidement ou si la suspicion clinique est vraiment élevée pour l'ostéomyélite, est une chose qui peut aider à faire la distinction. Le deuxième point n'est pas seulement les examens de laboratoire dont nous avons parlé, mais plus spécifiquement le niveau de douleur et la façon dont l'examen se déroule. Nous avons eu un patient récemment qui avait une articulation gonflée. Dans ce cas, il s'agissait d'un genou et il pouvait le bouger, le faire bouger, mais il avait un refus intermittent de supporter le poids. Il n'avait pas de fièvre élevée, mais il avait juste beaucoup de douleur à l'examen. À ce stade, nous avons donc recommandé une IRM pour rechercher une ostéomyélite sous-jacente avant d'aller au bloc opératoire pour laver une articulation, ce qui peut retarder l'IRM ou modifier les résultats. Dans certains contextes, il est donc utile de procéder à un examen avant l'intervention chirurgicale, uniquement si l'on peut l'obtenir rapidement. Sinon, je préconise de traiter simplement l'articulation en face de vous. Je voudrais donc expliquer pourquoi, encore une fois, dans certaines articulations, cette idée d'ostéomyélite avec arthrite septique est pertinente. Dans certaines articulations, la capsule elle-même inclut la métaphyse de l'articulation. Si nous regardons la hanche ici, nous pouvons voir
cette sorte de dessin animé qui montre comment la capsule descend dans la métaphyse. Nous savons que la métaphyse est l'endroit où la bactérie s'installe. S'il s'agit d'une propagation hématogène à cause des petits vaisseaux sanguins, des capillaires, puis de la physe. Ainsi, en cas d'ensemencement et d'ostéomyélite pouvant dégénérer en arthrite septique ou vice-versa, l'arthrite septique est en contact avec la métaphyse pour s'asseoir. Dans l'articulation du genou, la capsule isole vraiment l'épiphyse. La métaphyse n'est pas à l'intérieur de la capsule articulaire du genou. Le risque d'avoir une ostéomyélite du genou, concomitante à une arthrite septique, est donc beaucoup plus faible. Les articulations du corps dans lesquelles il est courant ou plus probable d'avoir une ostéo de la métaphyse avec une arthrite septique sont donc l'épaule, le coude, la hanche et la cheville. Parlons donc un peu plus formellement de l'arthrite septique. Vous savez, notre patient, nous avons fait l'aspiration, et nous pouvons donc aller de l'avant et supposer qu'il souffre d'arthrite septique. L'étiologie est le plus souvent hématogène. Des étiologies moins courantes seraient un événement traumatique ou une blessure réelle qui peut parfois entraîner une perturbation mécanique conduisant à une arthrite septique. Il est évident qu'une blessure pénétrant dans une articulation peut être à l'origine de ce type d'arthrite, qui est donc beaucoup moins fréquente. Et puis il y a l'atrogénie. S'il y a une quelconque intervention chirurgicale dans et autour d'une articulation qui peut entraîner une arthrite septique chez l'enfant, il est certain que les mitogènes sont ce que nous recherchons vraiment. Il a été démontré qu'il est beaucoup plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Il s'agit généralement de très jeunes enfants. Selon la région et l'endroit, près de la moitié des cas peuvent concerner des enfants de 2 ans ou moins. Il est certain que le risque est accru en cas d'immunodépression, de drépanocytose ou d'hémophilie. Nous devrions parler des agents pathogènes ou des microbes les plus courants. Cela change en fonction de la région. Il est donc évident qu'il y a beaucoup de place pour la recherche dans les différentes parties du monde afin d'étudier les causes et les conséquences de la maladie. Quel est le profil pathogène dans votre région spécifique? Voici donc quelques-unes des études historiques les plus courantes sur les patients de moins de 3 mois. Dans toutes ces études, le staphylocoque doré est ce à quoi nous pensons en premier lieu, si vous ne faites que traiter empiriquement, mais aussi le groupe B, les streptocoques et Neisseria gonorrhea. Les nouveau-nés dans les 3 mois à 5 ans les plus courants, le staphylocoque doré est certainement le plus courant, qu'il s'agisse de MSSA ou de MRSA. Mais le personnel, Kingella a une importance croissante de nos jours, en particulier avec d'autres choses comme l'hémophilie et la grippe qui diminuent dans le cadre des vaccinations si elles sont proposées. Mais il faut désormais penser à Kingella. Le streptocoque du groupe A est tout simplement moins courant et chez les patients âgés de plus de 5 ans, le staphylocoque doré sera toujours le plus important. Et chez les patients sexuellement actifs, il faut à nouveau penser à la gonorrhée, à Neisseria. Il s'agit juste d'un algorithme représentatif. C'est un algorithme que j'apprécie en cas de suspicion clinique d'arthrite septique, pour avoir un protocole dans les régions où les orthopédistes ou les médecins orthopédistes ne sont pas toujours disponibles pour examiner l'enfant. Il peut s'agir d'un moyen raisonnable de guider les autres cliniciens pour qu'en cas d'inquiétude lors de l'examen physique, de la radiographie en laboratoire, s'il y a 3 ou 4 critères Kochléaire ou un isolement, une CRP plus élevée que la normale, un examen clinique soit effectué. Ensuite, il faut aspirer l'articulation, s'il est possible de le faire, avec ou sans échographie, et procéder à un débridement chirurgical si tous ces éléments sont positifs. Mais s'il n'y a pas d'épanchement articulaire, c'est une chose qui peut souvent être gérée cliniquement par des prestataires non chirurgicaux. Dans notre cas, des aspirations ont été réalisées. Nous dirons que le nombre de globules blancs est de 80-0, ce qui signifie qu'en général, si le nombre de globules blancs est supérieur à 50-0, il faut envisager de les éliminer et de supposer qu'il y a un épanchement articulaire. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les cultures soient revenues pour commencer les antibiotiques. Ensuite, vous passez à l'approche antérieure de la hanche, qui est typiquement la façon dont je préfère faire les lavages de la hanche. Approche antérieure directe, ouverture de la capsule, et s'assurer que la capsule reste ouverte à la fin. Irrigation complète avec plusieurs litres de solution saline normale. Vraiment, jusqu'à ce que le liquide articulaire et tout le liquide sortant soient clairs. Je trouve qu'il est utile pour le positionnement d'avoir une petite bosse sous la hanche. Vous pouvez également choisir une incision droite ou longitudinale. Cette ligne de bikini plus cosmétique fonctionne également très bien. Qu'en est-il des antibiotiques? Il est certain que des cultures doivent être envoyées soit à partir d'une aspiration,
et on peut alors commencer à prendre des antibiotiques, soit à partir de l'obtention des cultures. Mais une fois les cultures obtenues, il n'est pas nécessaire d'attendre que les cultures soient revenues pour commencer les antibiotiques. Et si les cultures ne peuvent pas être obtenues, on peut commencer à administrer des antibiotiques empiriques, si le patient est affébrile, ou s'il devient instable, d'une manière ou d'une autre. Donc empiriquement, si vous êtes dans une région où le staphylocoque doré est le plus courant, ce qui est le cas dans la plupart des endroits, je pense que vous pouvez certainement commencer par l'oxacilline ou la céfazoline. Si vous êtes dans un environnement où le SARM est plus répandu, ou si le patient en face de vous a eu plusieurs infections dans le passé, plusieurs hospitalisations, des choses comme ça, alors vous pouvez essayer la clindamycine. La vancomycine est disponible et constitue certainement un bon adjuvant en cas de résistance au clinda, connu chez le patient ou dans la région, supérieure à 10%. Le tableau ci-dessus indique simplement, en fonction de l'âge, ce que l'on pourrait commencer avec la plupart des patients. Je commencerai par une couverture contre le MSSA, avec ou sans vancomycine. Une fois l'articulation lavée, disons que vous présumez de l'infection. Pendant combien de temps continuez-vous à administrer les antibiotiques? Les antibiotiques IV sont donc généralement recommandés pour une durée de 2 à 7 jours. Je dirais donc au moins quelques jours, puis je ferai appel à mon jugement clinique sur la base de quelques critères pour passer aux antibiotiques oraux. En fait, il s'agit de voir les patients s'améliorer sous IV pour confirmer qu'il y a eu un traitement adéquat avec la chirurgie pour l'élimination, ainsi qu'un choix adéquat d'antibiotiques. Une fois que le patient s'améliore cliniquement, c'est-à-dire qu'il n'est plus fébrile, qu'il est plus mobile, qu'il permet un meilleur examen de l'amplitude des mouvements de l'articulation, il est alors possible de passer aux antibiotiques oraux. Beaucoup de gens le préconisent et si vous en avez la possibilité, je le ferai. Est-ce que l'on obtient tous les jours ou tous les 2 jours un CRPD pour voir si la situation s'améliore? Une fois que la situation s'est améliorée de manière significative, il est également possible de passer aux antibiotiques oraux et de les poursuivre pendant au moins 2 à 3 semaines. Passons maintenant à l'ostéomyélite. Encore une fois, l'accent est mis ici sur les formes aiguës. Dans cette conférence, nos cas seront davantage axés sur l'aspect chronique, ce qui nous permettra d'avoir une discussion plus approfondie à ce sujet. En général, dans un délai de quelques jours à une semaine, je considérerais l'ostéomyélite aiguë comme subaiguë dans les semaines à 3 mois, et souvent, on va voir la plupart de nos patients se situent dans cette fourchette subaiguë à chronique. On peut dire que l'ostéomyélite chronique dure plus de 3 mois. Chez les patients atteints d'ostéomyélite aiguë, l'étiologie est généralement hématogène, pour la raison que nous avons évoquée précédemment, à savoir que les vaisseaux sanguins sont et se ramifient en capillaires dans la métaphyse et au niveau physiologique. Elle peut être due à un traumatisme, le plus souvent une fracture ouverte, ou être iatrogène. Là encore, toute intervention chirurgicale augmente le risque d'ostéomyélite. Il s'agit généralement d'enfants plus jeunes, même s'ils ont moins de 10 ans. Mais les enfants plus âgés sont également souvent atteints d'ostéo aiguë, en particulier dans le cadre de traumatismes de fractures ouvertes. Les enfants plus âgés sont plus actifs et plus susceptibles de subir ces blessures. Elles peuvent être indolentes, difficiles à diagnostiquer, à savoir exactement ce qui se passe. Le patient peut présenter des symptômes très légers pendant un certain temps, jusqu'à ce que les choses deviennent plus claires. Là encore, ils sont souvent associés à un traumatisme, à la fois dans le cadre d'une fracture ouverte, où il y a des réflexions et des théories sur la lésion mécanique réelle d'un traumatisme fermé. Qu'il s'agisse d'une sorte de siège provenant d'une autre partie du corps, ou d'une découverte fortuite. Dans la vignette du cas précédent, nous avons présenté un patient qui avait fait une chute, car beaucoup d'enfants font des chutes. Beaucoup d'enfants subissent des traumatismes. Ainsi, même si l'on est en présence d'un enfant qui souffre d'un traumatisme et de douleur, cela ne signifie pas toujours qu'il s'agit d'une fracture ou d'une lésion traumatique. Il faut toujours garder à l'esprit que le traumatisme peut n'être qu'accessoire. En fait, la douleur peut provenir d'une ostéomyélite. Le patient est tombé, et c'est pour cela qu'il vient consulter. La CRP et l'ESR restent les 2 principaux paramètres de laboratoire, avec la numération leucocytaire. Une fois de plus, la CRP est plus rapide à l'aller comme au retour. Ce graphique montre que la CRP augmente dans les jours qui suivent, mais qu'elle diminue aussi très rapidement pendant le traitement. C'est pourquoi, s'il y a un test auquel vous êtes limité, je recommanderais d'obtenir la CRP. L'ESR permet d'obtenir des informations à long terme. Ainsi, si un patient arrive et que la CRP est négative, mais que l'ESR est élevé ou positif, cela peut signifier qu'il a eu un problème il y a quelque temps dans la période subaiguë, mais qu'il est en train de se résorber. Les 2 méthodes fonctionnent donc ensemble. La CRP peut apporter le bénéfice clinique le plus immédiat. Parlons maintenant du traitement de l'ostéomyélite. Au départ, il peut n'y avoir aucune modification osseuse, aucune lucidité ou aucun changement à la radiographie.
Il se peut qu'il n'y ait pas d'élévation ou d'abcès de ce que nous appelons la sépariostéo. Il est donc important de savoir que si l'on attrape une ostéomyélite aiguë avant qu'elle ne soit chirurgicale, les antibiotiques empiriques et la prise en charge médicale ont un rôle à jouer. Le patient est peut-être fébrile. Ils ont une sensibilité ponctuelle, pas d'arthrite septique à ce stade. Si une IRM est disponible, c'est parfait. On peut faire une IRM pour rechercher le signal dans l'os, c'est-à-dire l'augmentation du signal sur T2 en recherchant spécifiquement un gonflement ou un œdème. Si c'est le cas, on peut commencer à administrer des antibiotiques empiriques, même sans culture. Le rôle du chirurgien orthopédique est généralement de drainer les abcès ou de traiter les modifications osseuses. Toutefois, certains chirurgiens orthopédiques peuvent envisager une biopsie à l'aiguille ou à ciel ouvert uniquement pour les cultures. Si le patient ne va pas mieux avec des antibiotiques empiriques, je pense que c'est logique. C'est donc une pratique beaucoup moins courante. Et aussi, si l'on s'inquiète d'une tumeur maligne, il est donc évident qu'il faut rechercher une tumeur dans toutes les infections et une infection dans toutes les tumeurs. Si les radiographies simples révèlent l'une des observations ci-dessus, en particulier une lucidité osseuse comme ici, un élément d'abcès dans les tissus mous, ou plus communément un abcès de Brody, qui lorsqu'il atteint une phase chronique subaiguë, une élévation périostée peut également être une indication d'un abcès sous-jacent. Il faut être prudent. Cela peut également indiquer la présence d'une tumeur sous-jacente. Si l'on procède à un drainage, à un prélèvement et à une culture, il faut l'envoyer pour une culture et une analyse pathologique, mais il faut aussi prendre les mesures suivantes. Une approche qui se prêtera à une chirurgie tumorale ultérieure. S'il s'agit d'une tumeur, chez l'enfant, ce sont bien sûr l'Ewing et l'ostéosarcome qui inquiètent le plus. Si l'on observe une élévation sous-périostée, ces patients peuvent également présenter des douleurs, des marqueurs inflammatoires, une boiterie élevée, ainsi que de la fièvre. Mais si vous voyez ces résultats sur une radiographie et que le patient a de la fièvre, il doit aller en salle d'opération pour une prise en charge chirurgicale et des antibiotiques. Le débridement opératoire doit donc comprendre une approche approfondie des tissus mous, des muscles et des tissus mous pour permettre une couverture. Il s'agit d'éviter les incisions qui se trouvent directement au-dessus des proéminences osseuses. Par exemple, le tibia médial n'est pas un bon endroit pour accéder à l'os, car il n'y a pas beaucoup de couverture à cet endroit, et on s'inquiète des défauts des tissus mous. Il est donc préférable d'adopter une approche où le muscle recouvre l'os afin de réduire les risques de problèmes au niveau des tissus mous. Il est raisonnable d'effectuer un débridement dans un os pour soulager un abcès et rincer. Vous pouvez également débrider tout os nécrosé exposé si la situation semble plus chronique qu'aiguë. Le drainage de l'articulation adjacente, si l'ostéomyélite est proche, est également raisonnable. Si l'examen ou les analyses sont limités et que vous n'êtes pas sûr. Mais si le patient a des douleurs avec le mouvement de cette articulation, il y a très peu de risques à pratiquer un IND d'une articulation adjacente pour essayer d'augmenter les chances que le patient aille mieux et non pas pour qu'il se sente mal. Il faut alors retourner dans la salle d'opération. Il est parfois difficile de distinguer l'arthrite septique de l'ostéomyélite, et il est raisonnable de traiter les deux, en particulier dans les articulations dont nous avons parlé plus tôt, où le taux d'association est plus élevé. Donc épaules, coudes, hanches et chevilles. Lorsque l'on débride l'os, ou que l'on ford dans les articulations. En cas d'abcès franc, une bonne technique consiste à laisser du ciment antibiotique pour une administration lente. Lente d'antibiotiques à l'intérieur et par voie systémique. Une méthode courante consiste à placer de petites billes d'antibiotiques autour d'un fil qui peut être retiré plus tard lors d'une intervention chirurgicale ultérieure. Ce conditionnement est visible à la radiographie et facile à trouver par la suite. Ces billes peuvent être placées dans de petites cavités ou même autour de l'os s'il y a un abcès, et c'est ce que je préconise. Les antibiotiques peuvent être choisis en fonction de ce qui est disponible dans votre région, des microbes qui sont typiquement présents dans chaque région. Souvent, les gens utilisent la vancomycine ou la turbomycine, mais cela dépend vraiment de ce qui est disponible. Il faut également utiliser des antibiotiques qui résistent à la chaleur, car les antibiotiques en durcissant dégagent de la chaleur. Il faut donc utiliser une forme d'antibiotique qui ne soit pas endommagée par la chaleur. Il s'agit d'une présentation similaire à celle de l'ostéomyélite et de l'arthrite septique. Il convient de rappeler qu'il faut commencer empiriquement par l'oxycyline et utiliser la clindamycine ou la vancomycine si nécessaire pour l'ostéomyélite. Cependant, la différence est qu'en général, les gens prennent environ 6 semaines d'antibiotiques pour l'ostéomyélite. Là encore, on surveille l'amélioration sur le plan clinique.
Vous pouvez utiliser la CFP et la NFS pour surveiller cette amélioration. Et si le patient ne s'améliore pas avec un antibiotique, il est important de changer et bien sûr de continuer à suivre les cultures si vous avez des données de sensibilité provenant des cultures. Si le patient ne s'améliore pas cliniquement, outre le changement d'antibiotique, il est également important d'envisager un nouveau lavage. Il n'est pas rare que plusieurs lavages soient nécessaires ou que l'on recherche d'autres sites. Dans de rares cas, l'infection peut toucher plusieurs régions de l'os, voire, dans de très rares cas, plusieurs sites. C'est ici que j'évoquerai l'ostéomyélite régionale multifocale chronique. Ce terme peut prêter à confusion. Il s'agit en fait d'une maladie pour laquelle on ne pratique généralement pas de lavage opératoire, lorsqu'il y a plusieurs zones qui ressemblent à une infection dans l'os, dans plusieurs os. Ça peut être un leurre. C'est vraiment rare pour l'instant. Pour notre propos d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la véritable ostéomyélite, mais sachez qu'elle existe. Si vous avez un patient que vous avez lavé et que son état ne s'améliore pas, je vous recommanderais de procéder à une scintigraphie osseuse. Là encore, dans les régions où elle est courante. La plupart d'entre nous se contentent de refaire une radiographie pour voir si la situation s'aggrave, une IRM si elle est disponible, ou simplement de revenir au lavage ou de le refaire, peut-être en forant davantage dans l'os, peut-être en lavant l'articulation adjacente et aussi en changeant les antibiotiques en cours de route. Merci de nous avoir consacré du temps aujourd'hui. J'espère que cette discussion a été utile et j'attends avec impatience des cas intéressants dans le cadre de cette conférence et de ces sessions.